Ok, voilà, je suis de retour. Quelques personnes nous ont rejoints, donc bonsoir à eux. Je suis Johan Duclos et je vais animer ce webinaire, donc ce soir, sur le sujet du coaching et voir en fait ensemble si vous avez les ressources pour devenir coach. Alors, on va démarrer. Hop, je me mets sur mon écran. L'objectif donc de ce soir, effectivement, c'est de voir si vous pouvez devenir coach et en même temps, c'est de savoir comment en fait on peut devenir coach lorsqu'on a la motivation et lorsque on a envie d'apporter sa contribution au monde, qu'on a envie de partager ses connaissances, ses ressources et voir un peu toutes les différences qu'il peut y avoir dans ces métiers, ce que le coaching est, ce qu'il n'est pas, ce que les gens pensent du coaching, euh, les outils indispensables du coach. Bref, ça c'est le programme de ce soir pour répondre en fait à ces objectifs. C'est un format un peu spécial que je vais vous proposer ce soir parce que vous voyez en bas en fait il y a un logo qui s'appelle Open Talk. Donc ce sont des conférences qu'on a eu pour habitude de mener il y a quelques mois de ça. Ce sont des conférences assez courtes parce que j'ai pas pour vocation en fait en tant que coach de parler pendant des heures et des heures. Donc j'ai vu récemment des webinaires qui duraient 3 heures ou 4 heures. Bon, rassurez-vous, ce soir ça va pas durer 3 heures ou 4 heures. Ça va durer au maximum 1h30. Je préfère largement être dans ma posture de coach qui est de poser des questions plutôt que d'expliquer comment on doit faire et de conseiller largement, même si ce sont des métiers, on va le voir, qui peuvent être intéressants pour, euh, pour avancer lorsqu'on n'a pas forcément les ressources. Donc c'est un format court que je vais vous proposer. On aura la chance de ne pas être très nombreux ce soir et de pouvoir vous donner la parole pour vous permettre de poser des questions auxquelles je pourrai répondre et rebondir à partir justement des demandes et des besoins que vous auriez besoin de satisfaire, de la curiosité ou peut-être voilà un questionnement personnel que vous avez. J'aurai plaisir à rebondir dessus une fois que j'aurai fini cette présentation. Donc les Open Talk, c'est un peu comme les TEDx, hein, voilà, on parle et on présente durant une quinzaine de minutes le, le sujet, le thème du soir, pour pouvoir après passer beaucoup plus de temps à répondre et à être beaucoup plus dans l'interactivité qu'une présentation comme je suis en train de le faire avec des slides de PowerPoint. Voilà, donc ce soir, c'est pas vraiment ça, mais je vais m'inspirer de ce format qui a eu quand même du succès et je vais rapidement vous proposer d'interchanger avec nous via la petite fenêtre de chat que vous avez sur votre tableau de bord, où vous pouvez donc me poser des questions. Ceci dit, je répondrai à vos questions une fois que j'aurai terminé ma présentation et je reviendrai sur les questions que vous auriez pu poser durant cette présentation que je vais vous faire ce soir. Voilà. Alors, on l'a vu, les objectifs, c'est donc de savoir si vous pouvez devenir coach et de voir ensemble, en fait, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que plutôt n'est pas, dans un premier temps, le coaching. Déjà, le coaching, ce n'est pas être un motivateur ou un moralisateur. J'entends trop souvent aujourd'hui dans les médias et dans les nouveaux métiers autour du coaching, parce que ce métier est en train d'évoluer, il est en train de vivre, hein, il est vivant, donc il évolue comme un système normal. Et j'entends trop souvent aujourd'hui des pseudo-coachs, on va dire, qui sont ni plus ni moins pardon, que des experts, en fait, dans une posture de coach, qui disent voilà, il faudrait plutôt s'y prendre comme ça, il faudrait s'y prendre autrement, ou alors peut-être que dans le public, en fait, quand on pense à coaching, on pense le gars qui va, excusez-moi du terme, mais vous pousser au cul pour vous faire avancer, ou alors quelqu'un qui sait mieux que vous comment vous devriez vous y prendre, avec des phrases comme tu devrais, il faudrait que tu fasses ci, que tu fasses ça, ou à ta place, moi je m'y prendrais comme ça, sous prétexte que j'ai une petite expérience dans le domaine, ou une grande d'ailleurs, c'est pas vraiment ce dont on va parler ce soir et ce dont j'entends, ce dont je parle quand je parle du coaching. Voilà. Donc, un coach, déjà pour moi, n'est pas un motivateur et n'est pas un moralisateur. Voilà, pour que ce soit clair entre nous. Ce que n'est pas un coach non plus, c'est un thérapeute.
un coach n'est pas un thérapeute parce que même si en fait on se rapproche des techniques, des outils, de la démarche, ça se distingue quand même assez nettement dans la mesure où nous, on n'a pas des patients en coaching, on a des clients. Et on entend souvent dire, moi, je suis pas malade en fait, hein, je n'ai aucune raison d'aller voir un psy, un thérapeute ou un coach. Voilà. Donc ce sont des métiers assez proches, mais avec quelques différences. Et je vais vous donner la définition pour moi de ce qu'est la thérapie. La thérapie, pour moi, c'est un accompagnement qui consiste à appliquer un ensemble de mesures par un thérapeute à une personne souffrant d'un problème de santé physique ou psychologique dans le but de l'aider à guérir, de minimiser ou de soulager ses symptômes ou encore d'en prévenir l'apparition après avoir fait un diagnostic. Donc, la thérapie, la kinésithérapie, c'est de la thérapie. Donc, vous voyez, en fait, il y a une forme de soin, en fait, là-dedans, par rapport à un mal, et on va essayer de diagnostiquer d'où vient ce mal. Et bon, alors, dans la thérapie, on va pas se poser dessus, mais par contre, en psychothérapie, l'idée, c'est de voir d'où vient le mal, mais plutôt dans le passé. Voilà. C'est assez proche, encore une fois, du coaching, mais le coaching, ce n'est pas ça. Voilà. Et la différence entre la thérapie et le coaching, c'est que la thérapie se concentre essentiellement sur le passé, comme je viens de vous le dire, pour trouver le déclencheur, en fait, d'une forme de pathologie, voilà, ou du choc peut-être psychologique que la personne a eu pour tenter de l'expliquer et de mettre du sens dessus. Pour résumer, en fait, un thérapeute diagnostique une souffrance liée à un événement passé et propose à son patient un programme de reconstruction psychologique. Voilà. Donc, c'est pas vraiment ce qu'on fait. Il y a un autre métier assez proche aussi du coaching, c'est le consulting. Voilà. On se différencie aussi du consulting dans la mesure où un consultant, pour nous, est un expert dans un domaine de compétences précis. Il connaît parfaitement le secteur d'activité dans lequel il agit, voilà, et pour lequel il propose son expertise, et il est souvent recherché pour son expérience. Pour moi, il y a deux formes de consultants. Une dont le but est de diagnostiquer et de recommander des actions au sein desquelles il peut y avoir un rôle actif, le consultant dans lequel il peut avoir un rôle actif lui-même, et il peut contribuer donc à mettre en œuvre ces actions. Son client est libre et par la suite, il peut les appliquer ou non, en fait, en fonction de ce qu'il ressent. Il peut aussi donc proposer au consultant d'appliquer les mesures qu'il a préconisées. Et puis il y en a un deuxième pour moi de type de consultant qui peuvent adopter un autre type d'accompagnement avec un processus qui ressemble d'assez près au coaching et qui d'ailleurs pour moi est la grande source de confusion avec le coaching tel que je le conçois. On retrouve dans ce format tout ce qui est coach sportif, coach financier, coach en relooking, coach commerciaux, coach bancaire, coach love coach, etc., etc. Et c'est l'apparition de ces nouveaux métiers qui aujourd'hui vient porter confusion avec la pratique du coaching tel que je l'ai appris et tel que je l'enseigne et tel que je le propose à mes clients. Pourquoi? Parce que ces experts ont un domaine de compétences dans lequel ils vont accompagner une personne qui veut atteindre un objectif ou qui est en difficulté en fonction de son objectif et dans le cadre d'un programme qui est préétabli étape par étape. Donc en fait, pour moi aussi, un préparateur mental est une forme de coaching, mais je les apparente donc justement à cette forme d'expertise parce que la personne a une connaissance en fait de ce par quoi et ce par où il faut se diriger pour atteindre l'objectif de son client. Donc c'est peut-être la forme d'accompagnement qui se rapproche le plus de ce que nous faisons. Et moi, je donne la définition du consulting comme ceci. Voilà, c'est un accompagnement d'une personne, d'un groupe, d'une organisation, comme en coaching, par étape, comme en coaching, qui consiste à délivrer des avis, des recommandations, à partir d'une situation diagnostiquée afin d'améliorer le fonctionnement de la performance. Et ça, ce n'est pas du coaching. Il peut être chargé aussi, bien sûr, de mettre en œuvre les recommandations qu'il a proposées.
On va, bien sûr, en fait, je suis en train de faire le tri de ce que n'est pas le coaching pour après mieux vous expliquer, mieux vous faire comprendre ce dont on va parler ce soir. Donc, il y a une autre forme aussi, assez proche, c'est la formation. Donc, un formateur euh, transmet ses connaissances. Ça implique un transfert donc de ses connaissances d'un formateur, donc d'une personne à un élève, à un apprenant. C'est pas du tout la même posture qu'en coaching, puisque le formateur reste maître de son apprentissage en termes de cadence, en termes de méthode et en termes de matière. Il prépare un contenu à transmettre à l'élève avec une méthodologie, avec un process à suivre qu'il fournit donc après selon une, une forme pédagogique qu'il a choisie. Nous, par exemple, dans nos formations que nous proposons, on a choisi plutôt la forme de pédagogie active qui consiste à apprendre par l'expérimentation plutôt que de passer des slides comme je suis en train de faire ce soir. Et pour moi, la définition de la formation, c'est la suivante. Voilà, c'est un processus d'acquisition, de pratique, de connaissances, de compétences, d'attitudes, de savoir par la pratique, par l'observation, par l'essai, par la répétition, par l'étude, par l'exercice, par que sais-je, l'imitation, par le contrôle. Voilà, donc ce n'est pas encore ça le coaching. Et enfin, il y a le mentoring. Et le mentoring, c'est encore différent pour moi du coaching. Un mentor, c'est un expert qui montre l'exemple et dont la personne qui est mentorée va s'inspirer. Voilà. C'est souvent on peut voir ça dans des candidats qui sont en situation d'apprentissage et qui vont observer comment se prend le mentor, qui vont s'inspirer, qui vont le copier, qui vont s'approprier ses faits et gestes, ses compétences, c'est sa façon de faire, sa façon de voir les choses, pour devenir finalement à leur tour des experts dans leur domaine spécifique. Voilà. Donc, le coaching n'est pas, pour résumer tout ça, vous n'êtes pas en situation de coach, dans une posture de coach, un moralisateur. Vous n'êtes pas un motivateur, comme peut l'être un entraîneur, par exemple dans le cas du sport. Vous n'êtes pas un thérapeute, vous n'êtes pas un consultant, vous n'êtes pas un formateur, vous n'êtes pas un mentor. Alors finalement, qu'est-ce que c'est que le coaching? Qu'est-ce que le coaching? Le coaching, même si on se retrouve aussi finalement dans une relation d'accompagnement, d'accord? Donc, dont la technique principale du coach va être le questionnement. Vous allez me dire, mais le thérapeute aussi, il pratique le questionnement, le consultant aussi pratique le questionnement. C'est pas faux, c'est vrai, mais ils vont pratiquer le questionnement pour essayer de comprendre afin d'établir un diagnostic pour poser la meilleure forme finalement de conseil, la meilleure forme de mise en œuvre de processus qui vont permettre de régler le problème. Ici, le coaching, ça s'éloigne de la thérapie dans le sens où il ne s'adresse pas à des personnes en souffrance aussi. On ne traite pas de troubles pathologiques, on ne fait pas d'audit en fait de la névrose, on fait pas en coaching d'audit du problème parce qu'on n'est pas dans une posture d'expert quand on est coach, on est plutôt dans une posture basse plutôt que haute, on n'est pas dans un champ où on va proposer ses connaissances. Un coach en fait va pratiquer le questionnement pour permettre à son client en fait de trouver l'accès à ses propres ressources pour peut-être lui permettre de faciliter les prises de conscience qui le bloquent dans son cheminement, dans l'atteinte de son objectif. Et s'il fait une audit, il va faire un audit de l'interaction relationnelle et de ce qui est en train de se passer entre lui et moi, entre le client et lui, finalement, pour pouvoir accompagner la personne dans plus de responsabilisation, dans plus d'autonomie, et surtout qu'elle puisse parcourir son chemin avec les ressources dont elle dispose, qui sont connues ou qui sont cachées.
Voilà, donc ça s'apparente en fait, hein, bien sûr, à la maïeutique, hein, de Socrate, qui était l'art de faire accoucher les esprits, et c'est ça. Hein, et le coaching, c'est véritablement un art puisque il demande la maîtrise du questionnement et de permettre l'accès justement par le questionnement et par tout un tas d'autres de ressources qu'on va voir, ben de permettre à la personne en fait de se responsabiliser, de s'autonomiser, de s'automiser, de s'auto nomiser effectivement, et de pouvoir accéder à, à son plein potentiel. Voilà, on est des révélateurs finalement de talent. Donc il y a plein de définitions. Je vous en donnerai une pour moi de ce que c'est que le coaching, mais voilà, pour vous introduire ce que c'est que le coaching. Donc le coaching aussi se différencie de la thérapie parce qu'il se centre sur le présent et s'oriente vers le futur, avec un objectif à atteindre qui sera dimensionné et contractualisé, c'est-à-dire qu'avec un client, on a un contrat, ce que peut ne pas avoir forcément un thérapeute, mais que peut avoir un consultant. Et un coach, c'est surtout quelqu'un qui va mettre en mouvement dans une direction, qui va mettre en mouvement son client dans une direction qui a du sens pour lui. Et c'est pas de la responsabilité du coach si le client préfère faire ou ne peut pas faire autrement que de faire 400 km pour atteindre son point B alors qu'il pourrait le faire en 10 parce que ça peut nécessiter un certain nombre d'apprentissage, un certain temps d'intégration pour parvenir finalement à atteindre le point B. Donc c'est pour ça qu'en coaching, il est très difficile de se centrer sur le résultat puisque ça ne dépend pas forcément du coach en fait et ça dépend essentiellement de la personne accompagnée. Donc interdit bien sûr de s'octroyer toute forme de résultat comme toute forme de défaite d'ailleurs, de la part du client. Même si, en fait, le coaching, on est là, d'accord, hein, que c'est là pour booster et pour faciliter, en fait, les apprentissages. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'une personne qui n'arrive pas à atteindre son objectif, qui n'arrive pas à atteindre le point B, en clair, sans l'aide d'un coach, sans accompagnement, elle pourrait très bien ne jamais l'atteindre. Voilà. Donc, en fait, le coaching, quand je vous dis, si elle passe par le sommet de la montagne et pas forcément par le plus court chemin, c'est quand même fait tout de même pour accélérer les apprentissages, pour accélérer les résultats, et bon, sans quoi en fait probablement qu'il ne serait probablement jamais atteint. Voilà. Alors pour moi, la définition du coaching, c'est l'accompagnement d'une personne, d'un groupe, d'une organisation par étapes. Vous voyez, c'est assez proche, facilitant la prise de conscience de ses blocages, de ses besoins, de ses motivations pour obtenir des résultats concrets et mesurables en mobilisant les ressources de la personne, de l'organisation, en tout cas que l'on a comme client. Donc voilà, c'est assez proche de tout ça, mais c'est légèrement différent en ce sens où il y a ce fameux questionnement et la prise de conscience. Donc le coaching, c'est un processus qui se fonde sur une demande précise et qui s'inscrit dans le temps à partir du système de pensée qui est propre au client, sur lequel on va s'appuyer ou que l'on va optimiser finalement. Le coach donc vous accompagne dans l'action en ayant la certitude que vous possédez les ressources nécessaires pour y parvenir. Hein. C'est ça aussi le propre du coaching, c'est que la posture du coach se veut être, euh, euh, en tout cas, le coach doit considérer son client comme étant déjà dans un processus d'amélioration, comme étant déjà dans un processus de qualification et comme étant proche en fait de son but. Le coach doit voir son client comme s'il était dans une situation où il était en train de parvenir à réussir et à atteindre ses objectifs. Certains courants appellent ça voir son client comme étant le prince, voilà, comme étant en fait un gagnant, comme étant un champion. Voilà, donc c'est hormis la définition des objectifs à atteindre, un coach, un maître coach, on va dire, un papa coach, ne préparera pas ses entretiens à l'avance et sera à la disposition de son client. Il n'y aura pas de transfert de connaissances, il n'y aura pas de déduction, mais une mise en œuvre de solutions adaptées à l'environnement et aux ressources qui sont mises à disposition par le client et dont dispose le client. En coaching, donc le chemin qui conduit vers la maîtrise est un processus qui prend du temps parce que vous n'allez pas engranger des connaissances intellectuelles, vous allez
aussi vivre un cheminement d'évolution personnelle. Voilà, c'est ça, hein, le propre du coaching, c'est un bon coach en fait se doit de permettre l'introspection personnelle à son client. Et ce cheminement va enrichir la vision du monde et demandera parfois de se remettre en question. Et c'est là aussi où le coach sera dans une posture d'accompagnant et permettra l'accès au client de s'autoriser aussi un espace de réflexion sur lui-même pour se recentrer et peut-être avoir ce recul suffisant, se détacher de toute émotivité qui pourrait être néfaste pour lui, de revenir sur des formes de confiance en soi, d'estime de soi pour rebondir et repartir de l'avant. Donc enfin, le coaching pour moi, c'est aussi un chemin vers la maturité et l'autonomie. Hein, j'ai dit plusieurs fois ce mot. À la suite donc d'une phase dite d'analyse, peut-être aussi psychologique du profil que nous avons en face de nous, et pas forcément du contenu, mais plutôt du contenant. Va venir la phase d'action où le coach va accompagner son client dans la mise en place des actions qui découlent de cette analyse. Une analyse donc d'une situation présente, une analyse de comment, quel est le rapport du client par rapport à son problème, le lien que le coach a avec son client et voir en fait ce qui est en train de se passer. Donc c'est sans arrêt en fait un va-et-vient entre ce que le coach est en train de vivre dans le maintenant, dans le moment présent, et finalement un retour en arrière de ce qui est en train de se passer pour pouvoir mieux questionner et permettre l'avancement. Voilà. Donc pour résumer, le coaching c'est quoi? C'est de l'introspection, c'est une prise de conscience et de l'action. Le coach en fait est voilà, hein, comme l'image que vous avez devant vous, c'est une personne qui permet en fait d'ouvrir et d'ouvrir les accès et de permettre donc voilà, de sortir un peu de son enfermement, de son conditionnement pour aller dans le sens que l'on désire et l'objectif que l'on s'est fixé. Donc pour moi, il y a 3 forces dans le coaching. Ce sont des ressources, des doutes, voilà, des freins, des blocages, hein, et puis le déblocage donc de ces freins qui font sens et qui mettent en action. Voilà, c'est 3 forces en fait qu'il faut intégrer dans un cadre de coaching. Et le coaching porte donc sur les points suivants, c'est-à-dire créer un espace de coaching, permettre donc la relation, faire que dans cette bulle relationnelle avec son client, quelque part dans un cadre qui est défini à l'avance, mais que tout soit permis, bien sûr, avec des limites qui sont déterminées, mais voilà, c'est un cadre de permission. C'est aussi dans cet espace donc d'arriver à créer la relation, donc de créer une alliance sous forme de bienveillance et d'exigence aussi en même temps, puisqu'il n'y a pas de performance sans exigence non plus, mais il n'y a pas non plus de laisser aller sans bienveillance. Et le troisième élément, c'est d'aider le client à prendre conscience de sa situation, peut-être aussi des éléments qui l'ont mené en fait à cette forme de blocage et d'enfermement, en tout cas, dans le point de vue psychologique, et de l'aider en fait à trouver ses propres solutions pour l'aider à dépasser les blocages inhérents à ce changement. Et croyez-moi que l'atteinte d'une situation que l'on désire, en fait, aussi simple soit-elle, n'est pas forcément chose aisée pour une personne et pourra l'être tout autant pour une autre. Et c'est simplement le système de pensée de la personne qui ne permet pas forcément voilà, de passer les étapes et d'avancer dans le sens qu'elle souhaite. Voilà. Voilà pour vous définir ce que c'est que le coaching. Donc c'est réellement une interaction humaine avec une introspection et de l'action. Voilà. Donc on a vu ce que n'était pas le coaching, on a vu ce qu'était le coaching. Maintenant, on va voir l'outil indispensable du coach. Et là, je vais vous demander de me dire dans la zone de discussion, essayez de me dire, en fait, faire un petit break là de 2 minutes, lancez vos idées pour me dire ce que vous pensez, vous, être l'outil indispensable du coach. Voilà. D'après vous, quel est cet outil indispensable dont doit maîtriser, dont doit se doter le coach? Voilà, je vous laisse quelques secondes pour me faire part de vos suggestions.
Alors, écoute optimale et questionnement adapté. Oui, on va en parler, effectivement. Ce sont des choses qui sont indispensables. Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous avez à me proposer? Sachant que pour moi, vous le sentez, c'est pour moi un métier assez noble, dans le sens du terme, parce que il allie à la fois, comment dire, il allie à la fois l'exigence, la performance, et à la fois la bienveillance et euh, la permission que tout être humain peut parvenir à atteindre ses objectifs. Voilà. Euh, et ça, c'est vrai que c'est tout simplement pour moi résumer tout simplement pour moi résumer ce qu'est une relation humaine. Euh, et c'est une attitude, c'est une posture en fait qui nécessite bien sûr de maîtriser des techniques, mais voilà, c'est vraiment dans sa philosophie que l'on va être dans une posture de coach, voilà, à la fois dans l'exigence qu'on va proposer, puisque un client vient nous payer quand même en tant que coach euh, pour atteindre ses objectifs. Donc s'il les atteint pas, c'est quand même pas cool pour lui, hein, parce qu'il nous a payé pour ça. Donc on se doit d'être exigeant, mais on se doit de l'être aussi dans le respect de l'être humain que l'on a en face de nous. Et ça demande un certain dosage, ça demande une certaine habileté relationnelle, un certain amour de l'autre hein, aussi, on va le voir aussi, pour permettre en fait cette voilà cette avancée et, et créer cette relation qui sans laquelle rien ne pourra se faire. Voilà. Donc c'est tout. Bon, j'ai pas trop de suggestions, mais effectivement, on va passer à la suite. Hein. Donc l'outil indispensable du coach, pour moi, eh ben, c'est le coach lui-même. C'est ce que je viens de vous dire. Hein. En fait, pour moi, dans cette vision-là que je vous propose, et qui est conçue comme une voie d'évolution personnelle, hein, il ne s'agit pas seulement d'apprendre comment aider l'autre à clarifier ses objectifs. Il ne s'agit pas de savoir maîtriser des outils. Il ne s'agit pas de savoir maîtriser comment je peux motiver subtilement l'autre personne, parce que il se peut aussi que dans ma posture de coach, j'ai à un moment donné à quitter en fait cette peau de coach pour peut-être réconforter, pour peut-être bousculer, pour peut-être conseiller lorsqu'on me le demande. Donc tout ce que je vous disais jusqu'à maintenant de ce que des différents formats de coaching que j'ai évoqués jusqu'à maintenant, le coach, à des moments donnés, même si ce n'est pas son ADN, va peut-être être obligé à des moments en fait de passer en mode consultant, peut-être en mode formateur, peut-être en mode de motivateur, peut-être en mode de thérapeute aussi, si vous en avez les compétences, bien sûr. Mais cela dans un certain cadre et avec donc la permission du client et avec une certaine habileté pour ne pas comment dire geler en fait l'autonomie, la responsabilisation et pour pas tomber en fait dans des pièges de mécanique relationnelle. Voilà. Donc pour moi en fait c'est tout simplement de commencer par développer certains savoir-être spécifiques et de découvrir ensuite comment appliquer les outils qui en découlent logiquement. Voilà. Donc le coach, ben, c'est déjà un travail sur soi-même pour être donc finalement son meilleur outil de changement en fait pour les clients qui viennent le voir. Voilà. Donc le principal outil du coach, ben, c'est le coach lui-même à travers son savoir-être. Et en effet, comment imaginer une relation qui aide le client sans imaginer un coach lui-même porteur de valeur qui les transmet à son client? Et c'est ça être source d'inspiration finalement, hein, à travers ce que vous dégagez, à travers l'authenticité que vous proposez au client. Et ça ne veut pas dire non plus être un super-héros, hein, c'est aussi avoir des problèmes comme tout le temps chacun, mais savoir comment les gérer et savoir comment faire face à ceci. Voilà. Et de montrer en fait peut-être être montrer la voie en fait à son client et par et malgré vous d'être finalement
une sorte de mentor pour son client. Et ça devra être aussi percé et mis à jour pour bien distinguer et permettre aussi comment dire, la prise de conscience de son client que là, on est dans du coaching et pas forcément du mentoring, ce qui ne l'exclut pas, mais qui peut être dans un autre cadre. Voilà, donc c'est la différence entre être coach et faire du coaching. Voilà. Vous avez des tas de formations qui vous proposent de faire du coaching, voilà, en 3 jours, en 4 jours. Et pour moi, être coach, être dans une posture de coach, c'est quand même d'une autre dimension. Voilà. Donc, si j'utilise les outils du coach, je fais du coaching. Si je développe mon savoir-être de coach, je suis coach. Et le coach doit donc être une source d'inspiration, comme je vous le disais. Il est porteur de sens, il a une vision du monde qui peut être source d'inspiration, bien sûr, pour les autres, et il ouvre le champ du possible, en fait. C'est quelqu'un qui est enthousiaste, forcément, hein, parce qu'on croit, en fait, au projet, on croit en l'autre, on croit que ça va être possible pour lui. Euh, et la confiance en fait que vous allez véhiculer, ça va pouvoir se faire par vos gestes, par vos paroles, par les comportements. Et ces comportements-là sont directement inspirés par votre congruence, par votre authenticité que vous dégagez tout naturellement. Voilà. Donc la congruence, c'est tout simplement, pour ceux qui se demandent ce que c'est tout simplement être en accord avec soi entre ce que vous faites et ce que vous dites. Voilà, et ce que vous démontrez. Voilà. Deuxièmement aussi, le coach est une source, doit avoir aussi une attitude de service. La star, c'est pas le coach. La star, c'est le client. Et c'est aussi en adoptant en fait l'attitude de service, vous vous mettez forcément dans une attitude basse ou égale à votre coaché. Peu importe l'expérience, peu importe le succès que vous pouvez avoir, voilà, vous n'êtes pas dans une relation ascendante où vous démontrez en fait tout votre savoir et en fait parce que tout simplement ça va donner inconsciemment en fait une zone potentielle d'inconfort et de rabaissement que du client en fait qui est tout sauf ce que l'on recherche en coaching. Donc vous êtes dans une position de simplicité et vous savez vous rendre utile en fait pour votre client sans non plus voilà, vous travestir, on est d'accord, et vous apporter une contribution positive au monde qui vous entoure. Voilà. Donc comment est-ce que je peux être utile? D'ailleurs, on peut commencer les séances en disant en quoi je peux t'aider sur cette séance. Et c'est le coaching qui amène la problématique. Troisièmement, en fait, c'est aussi avoir la passion d'aider les autres à apprendre, à évoluer et à se dépasser. Vous êtes altruiste quand vous êtes coach. Vous êtes une source de confiance. Vous êtes quelqu'un qui voit les points forts et qui sait vous appuyer pour faire levier et repérer les points faibles afin d'accompagner votre client à réaliser des apprentissages nécessaires à son évolution personnelle, comme je l'ai dit jusqu'à maintenant. C'est aussi avoir des standards de vie élevés et de qualité. Un coach possède un haut niveau d'exigence. Voilà. Donc, vous voyez, on est là entre l'équilibre entre le service, le plaisir et l'exigence. Parce qu'il n'y a pas de performance sans exigence, je l'ai dit, mais il n'y a pas non plus de performance sans plaisir. Voilà, quand on est dans le coaching, dans l'amélioration constante, on le verra parce qu'on donne des challenges, parce que le challenge, quand on est challengé, ça donne de la motivation à condition, bien sûr, que le challenge ne soit pas trop élevé. Pour la personne, ce sans quoi elle risque de se sentir de nouveau aussi rabaissée et de voir la barre placée trop haute et de ne pas se sentir. Donc en fait, un objectif n'est pas forcément élevé et un challenge n'est pas forcément un challenge adapté à vous, mais c'est un challenge adapté au client que vous avez en face, même si pour vous, ça peut paraître peanuts et ça peut paraître vraiment basique comme objectif. En tout cas, pour votre client, ça peut paraître être peut-être insurmontable. Donc un coach aborde aussi les différentes situations de vie comme des opportunités d'évolution, bien sûr, et bien sûr orienté solution. Voilà. Cinquièmement, c'est être honnête et intègre aussi. Il y a une dimension déontologique. Il y a une notion d'engagement personnel et de fiabilité pour démontrer voilà
un sérieux et que votre client respecte votre prestation. Donc, il y a un contrat avec des obligations de moyens et pas de résultats. Il y a du respect, de la loyauté, de l'intégrité, de la confidentialité dans les échanges que vous pouvez avoir avec le client. Voilà. Donc, c'est quelque part un code d'honneur hein, vis-à-vis de la profession. Voilà. Un coach est aussi focus. Il est concentré, avec une intensité et une discipline dans ce qui lui est proposé. Voilà, il s'est resté centré sur ce qui est important par rapport, en tout cas dans une relation de coaching. Alors bon, pas tous les coachs, on est d'accord, hein, savent très bien gérer leur efficacité, mais en tout cas, ça c'est un autre problème, je dirais. Hein, c'est encore une fois, c'est pas parce qu'on est coach qu'on est un super héros, mais dans la relation de coaching et dans un cadre de coaching, un coach se doit d'être focus sur ce qui est important dans la relation, sur ce qui est important pour la personne qu'il a en face de lui et pour lui-même aussi, bien sûr, dans cette relation. Un coach a aussi le sens de l'action. Il a la capacité à transformer l'information en action opérationnelle. Hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le pourquoi, comme pourrait l'être dans un thérapeute, on est dans le comment. Comment tu peux t'y prendre? Comment, avec ce que tu viens de me dire, tu pourrais faire autrement? Comment est-ce que tu pourrais faire mieux? Voilà, on est dans une histoire de pousser vers le challenge, vers l'action et surtout orienter solution, orienter action. Donc le coach intervient à tous les niveaux, il valorise le potentiel de l'individu, suit l'action, analyse les résultats bien sûr. Alors analyse pas sur le pourquoi, mais voilà un résultat qui m'a amené, on va le diagnostiquer ensemble, on va voir en quoi en fait tu n'as pas su répondre ou en quoi tu as dépassé tes objectifs et quels sont les mécanismes que tu as mis en œuvre sur lesquels tu peux t'appuyer prochainement pour avancer dans un autre projet. Voilà. C'est important, souvent j'entends dans la presse, notamment au niveau du sport, il faut savoir pourquoi, mais quand on a perdu, mais je trouve aussi que c'est important de savoir pourquoi quand on gagne et comment on s'y est pris, voilà, pour pouvoir le reproduire. Sinon, ça reste inconscient et non reproductible. Écoute optimale et questionnement adapté, ben oui, hein, c'est avoir des qualités d'écoute pour pouvoir questionner, pour pouvoir favoriser euh, l'écoute juste. C'est aussi avoir une démarche sous forme d'entonnoir. On part du plus large en général pour progresser vers le précis par le questionnement et écouter. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai une formule en fait parce que écouter, bon, c'est pas entendre. Voilà, moi je fais bien le distinguo entre écouter et entendre parce que je sais pas si vous avez remarqué peut-être dans votre vie personnelle ou dans d'autres circonstances, mais je t'écoute, mais on se sent pas forcément écouté. Voilà. Donc oui, il nous a peut-être entendu, mais il nous a pas forcément écouté. Et c'est quoi l'écoute pour moi? C'est entendre plus comprendre, plus considérer. Voilà ce que c'est que pour moi l'écoute optimale, comme il est écrit dans les questions. Voilà. Écouter, c'est entendre, c'est comprendre et c'est considérer. Donc j'ai entendu, j'ai compris et je te considère. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord. Ça ne veut pas dire que je respecte ce que tu dis, mais c'est OK. Tu penses ça, j'ai entendu, je suis capable de te reformuler et je te montre que j'ai compris. Et en plus, en reformulant, c'est ce qu'on appelle un feedback en coaching, je te montre que je te considère. Voilà. Donc, on en vient justement à la c'est que dans l'écoute, il y a la reformulation, bien sûr. Hein, cela consiste à répéter l'essence de ce qui vient d'être dit sans le déformer. Une reformulation n'est pas faite pour que le coach comprenne mieux ce qui vient d'être dit. Une reformulation est faite pour que le client comprenne mieux ce qu'il vient de dire. Et donc, en fait, là, on va être dans un effet miroir. Et alors, hop. Alors, je sais pas, il paraît que vous pouviez me voir. Bon, je sais pas. C'est ce que le logiciel vient de me dire. Bon, pourquoi pas, mais j'ai coupé parce que ça, j'ai pas une très bonne connexion ce soir et ça risque donc de perturber la bande passante. Voilà. Donc à ce sujet, j'ai oublié de vous dire, si vous avez d'autres logiciels comme Skype et tout autre et que vous avez une mauvaise connexion, il faudra couper ces différents logiciels pour entendre, écouter correctement ce webinaire. Voilà. Donc la reformulation, hein, c'est fait pour proposer en fait une forme de miroir, en fait, une forme
de permission, de compréhension pour le client de ce qu'il vient de dire. Et parfois, c'est impactant en fait pour le client lorsque vous venez vous répéter simplement ce qu'il vient de dire, ça peut être une prise de conscience pour lui et ça peut lui offrir donc des perspectives d'évolution assez incroyables. Voilà. Il y a aussi le cadrage, hein, aussi. Ça ne veut pas dire qu'on laisse faire son client et que tout est permis pour lui. Il s'agit de reprendre quand on est dans un cadrage parce que il y a un respect. Donc et là, on va sortir de sa position pour rentrer dans une position haute en ramenant le client à sa demande initiale, parce que vous pourrez vous apercevoir en coaching que une personne qui vous amène un problème, curieusement, n'est pas trop pressée de régler son problème et quelquefois prend son temps et préfère rester bien dans sa situation, même si elle est très problématique pour lui, que plutôt de la résoudre. Voilà. Et ça, c'est quasiment à chaque fois que ça peut se reproduire. Et il est important, quelquefois, lorsque le client ne répond pas à vos questions, lorsqu'il fuit, hein, je parle souvent de poissons, en fait, comme la pêche au gros, hein, je ne sais pas si vous avez fait déjà la pêche au gros, mais quand vous essayez de remonter un gros poisson, il se bat. Et là, c'est pareil, en questionnement, la personne essayait un peu de fuir ce qui fait mal et c'est humain. Voilà, c'est notre mécanisme de défense. Et il faut pas laisser le client nous balloter parce que c'est de la perte de temps et ça ne le fait pas avancer et surtout ça l'agace que vous ne mettiez pas le doigt sur sa problématique. Voilà, parce que c'est bel et bien ça qui va le faire avancer. Voilà. Donc c'est aussi une capacité, le coaching, à catalyser les ressources internes de la personne, de reconnaître à son client la capacité de trouver par lui-même exclusivement les solutions qui mènent à son objectif. Voilà. Donc le coach respecte donc son générateur de ressources et de capacités internes et surtout a confiance en tout ça. Enfin, pour moi, c'est une posture de protection et de permission, comme je viens de le dire. Donc, c'est aussi donner son aval à son client pour qu'il puisse s'engager dans une démarche de changement. Parce que des fois, les clients ne s'autorisent pas. Et ça, c'est quelque chose que l'on peut faire en coaching, à condition que ce soit conscientisé, que ce soit dit, et que on puisse dire tiens là voilà, je te permets de faire ça, c'est une autorisation que je peux te donner et qui te permet donc d'avancer. Voilà. Quelquefois les clients en ont besoin et ce sera important par la suite dans le coaching de revenir sur le besoin qu'a eu le client de se voir autorisé et de se voir permettre cette action ou voilà. Donc comment dire, de changer ce qui peut lui porter préjudice ou ce qui lui fait mal. Voilà. Bien sûr, dans un cadre qui respecte vos valeurs et une déontologie, bien sûr. Donc, le coach évalue donc en permanence les risques et donne des garanties correspondantes pour continuer le parcours commun et surtout lui propose par le questionnement de prendre conscience des risques et du cadre en fait dans lequel cette action peut être menée. Voilà. Donc l'espace de coaching, c'est un espace où tout peut être dit finalement, et c'est le coach par sa posture, par son travail de développement personnel qui va l'autoriser. Voilà ce qu'est pour moi le coaching. Voilà ce que on a donc c'est bon, le son est revenu. Ok, il y a une petite coupure de son. Voilà l'outil principal du coach. Donc c'est un beau programme, hein, c'est un beau programme, c'est un beau parcours et j'espère qu'à travers ça vous avez compris qu'on ne devient pas coach en 2 minutes. Alors je passe la slide suivante. Hop, pardon. Voilà ce que c'est que pour moi donc le coaching et voilà les prérequis, voilà les prédispositions d'un coach. Alors j'aimerais que vous me disiez si vous pensez avoir les prédispositions, si vous pensez avoir ces qualités et ces ressources pour devenir coach. Voilà, je vous écoute. Je vous laisse quelques secondes pour répondre à cette question avant qu'on voit comment on peut devenir coach. Voilà. Est-ce que vous pensez avoir ces prérequis? Est-ce que tout ce que je viens de dire fait écho? Est-ce que c'est ce dont
est-ce que c'est ce que vous pensez du coaching? Est-ce que c'est l'idée que vous faisiez en fait du coaching? Est-ce que est-ce que votre entourage vous fait ces retours-là auprès de vous? Alors euh, effectivement, euh, souvent les personnes qui s'intéressent au coaching sont des personnes qui ont eu des échos comme quoi, en fait, c'était des personnes ouvertes, comme quoi leur environnement était proche, se sentait proche d'eux, se sentait en fait en confiance à l'idée de leur confier peut-être certains aspects personnels de leur vie et se sentait surtout pouvoir être dans la confidence et que cette confidence serait respectée. Donc effectivement, ça, c'est un élément qui vous permet déjà de dire, effectivement, je, j'ai en moi cette base qui permet de me rapprocher de tout ce qui vient d'être dit. Donc ça, effectivement. Ensuite, oui, effectivement, deuxièmement, on a, lorsqu'on a envie d'accompagner l'autre, lorsqu'on se sent en fait, voilà, peut-être parce que vous l'avez pas forcément reçu dans votre quotidien, dans votre aspect professionnel, il se peut que vous ayez envie, vous, à votre tour, de proposer ce dont vous avez manqué. Alors que ce soit dans un cadre personnel ou que ce soit dans un cadre professionnel, vous pouvez avoir envie effectivement d'accompagner des enfants, des adultes dans une orientation de parentalité ou des managers parce que vous avez été trop esseulé par votre direction ou des entraîneurs parce que vous savez très bien dans les entraîneurs de sport parce que vous savez que ils sont soumis à une pression des résultats dont ils ne sont pas forcément responsables puisqu'ils sont pas dans le terrain de jeu mais qu'ils subissent de par leur leur direction parce qu'il faut avoir des résultats et que c'est souvent en fait les résultats sont liés à l'économie. Donc voilà, effectivement, ce sont deux formes en fait de prédisposition que l'on peut avoir lorsqu'on veut faire du coaching. Voilà. Mais vous voyez qu'en fait, il faut d'autres atouts, il faut avoir d'autres qualités, il faut avoir d'autres compétences. Et il faut avoir d'autres ressources pour se lancer dans cette aventure et être dans ce métier qui en est un aujourd'hui officiellement et qui n'est plus à la mode en fait, enfin qui est passé de mode en tout cas et qui est toujours là. Donc à l'époque où on disait c'est un métier et c'est une mode et ça passera, on peut s'apercevoir tout autour de nous que c'est loin de passer et que aujourd'hui c'est quelque chose de présent dans nos vies et d'utile aussi et que les entreprises sollicitent les services de plus en plus, que dans le sport on sollicite de plus en plus les services et que le coaching est de plus en plus reconnu déjà parce que c'est peut-être la seule option que l'on ait aujourd'hui dans le changement qui doit être opéré et qui doit se faire d'une manière concrète aujourd'hui. Voilà. Voilà pour ça. Donc, pouvez-vous devenir coach? Ben, finalement, vous seul avez la réponse à cette question. Et l'idée maintenant, c'est comment on devient coach. Voilà. Alors, comment on devient coach? Eh bien, vous voyez, il faut avoir les prérequis et les prédispositions nécessaires, donc que je viens d'évoquer. Et c'est essentiellement du bon sens, du savoir-vivre et du savoir-être. Voilà. À aucun moment je vous ai parlé de technique, de psychologie, de niveau universitaire à avoir. Voilà. Mais par contre, il faut se former, se former, se former, se former et se reformer. Ça, c'est très clair. Alors pourquoi? Déjà, se former d'un point de vue personnel, pour gagner en authenticité, pour gagner en naturel, pour gagner en charisme, pour gagner en légèreté, pour améliorer votre quotidien d'abord, voilà. Parce que vous l'avez bien compris, si l'outil, si ma conviction est juste et que l'outil du coach et le coach lui-même, il faut inspirer, voilà. Premièrement, et deuxièmement, se former parce que le coaching, même si ça peut s'apparenter à une relation amicale et affective avec un très bon ami qui va nous écouter, qui va être là pour nous, etc.,
ce n'est pas non plus un professionnel, un ami n'est pas un professionnel de l'accouchement de l'esprit. Ce n'est pas un professionnel du questionnement. Ce n'est pas un professionnel de la relation. Ce n'est pas un professionnel de l'action. Ce n'est pas un professionnel du sens que l'on peut donner au mouvement dans lequel on est en train de se mettre. Voilà. Et ça s'apprend. Ça s'apprend à travers différents courants humanistes. Ça s'apprend à travers de l'expérimentation. Ça s'apprend à travers des connaissances théoriques aussi. Voilà. Et donc, il existe donc un pléthore de formations aujourd'hui sur le marché. Je vais vous présenter celle que je préconise et celle qui fait l'objet d'un programme euh, en cette fin d'année, et vous montrer qu'en fait cette formation donc tient compte et développe tous les outils que l'on vient de voir. Voilà. Alors je vais vous la présenter assez rapidement et peut-être passer après aux différentes questions que vous aurez par rapport à ça. J'ai conçu donc ce programme il y a 3 ans pour des raisons que j'expliquerai tout à l'heure. Mais jusqu'en 2010, alors 3-4 ans maintenant, jusqu'en 2010, je ne voyais pas l'intérêt de monter une formation qui n'était pas différente de celles qui étaient sur le marché et qui, voilà, avec lesquelles moi je me suis formé et qui étaient très bien. Donc, quand on me demandait où se former, j'envoyais très volontiers à différents organismes de formation par lesquels je suis passé. Jusqu'en 2010, alors, même si je pensais quand même qu'il manquait certaines choses dans ces formations, j'étais pas forcément capable, moi, de savoir, ce qu'il manquait, et de trouver en fait le moyen de combler ce manque à travers une formation, jusqu'en 2010 où je suis tombé donc dans les neurosciences et dans le mentalisme, et qui m'ont donné en fait énormément d'informations sur ma pratique, voilà, et qui finalement m'ont permis d'aboutir à qui m'ont permis d'aboutir à une forme de globalité de ma pratique, voilà, j'allais dire. Alors, de ce fait, en fait, j'ai eu 2 problèmes, moi, en fait. Donc, le premier, c'est justement lié à ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que j'avais appris un mécanisme, j'avais appris un processus de coaching dans lequel j'étais, et pour autant, quelquefois, je me sentais pas forcément à l'aise dans ce processus-là, et j'avais des envies intuitives de me comporter autrement. Et c'était très très bon pour moi parce que je respectais, et je suis quelqu'un de, voilà, de très respectueux des règles d'un cadre. Donc j'étais partagé entre le fait de suivre ce que j'avais appris et l'intuition que je pouvais avoir par un chemin par lequel on pouvait aller plus vite. Et donc, j'ai cette formation, la première différence qu'il peut y avoir par rapport aux autres, c'est le développement de l'intuition. On y reviendra, je vous expliquerai ça parce que ça concerne la session 9. Donc là, je vous montre un peu l'arborescence et l'architecture pédagogique, et ensuite on passera au programme. La première différence, donc, c'est le développement de votre acuité mentale, le développement de votre intuitivité. La deuxième différence, c'est que quand on démarre dans ce monde-là, et moi j'ai démarré en 2005, j'y connaissais rien, j'ai démarré en fait tout simplement dans un cadre, dans une perspective d'améliorer mon management, et pour arriver à motiver mes employés à donner le meilleur d'eux-mêmes par leur propre intérêt et pas par la contrepartie salariale. Je suis tombé dans la marmite du coaching, et là, ça a été l'hécatombe pour moi. Parce que, je comprenais rien, déjà. Et 2, en fait, tout le monde parlait de PNL, d'approche systémique, d'énéagramme, d'analyse transactionnelle. Alors, l'énéagramme, je le connaissais avant, ça c'est, voilà, avant le coaching. Mais par contre, voilà. Donc, qu'est-ce que c'était tout ça? Et en fait, moi qui étais soucieux en fait de donner le meilleur de moi-même, qui voulait être très performant, voilà, et de respecter donc ces règles et de donner le meilleur de moi-même, je me disais, mais il faut tout faire, donc. Il faut tout faire, en fait, pour tout maîtriser. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai dépensé 25 000 € en formation. Donc, j'ai tout fait. PNL, approche systémique, synergologie, énéagramme, décodage biologique, approche systémique,
analyse transactionnelle, neurosciences, mentalisme, métamédecine, enfin ben voilà. Donc j'ai à peu près tout fait pour me rendre compte au final que tout n'était pas nécessaire et que voilà. Donc et j'ai souffert de ça, que personne puisse m'informer sur sur ce que j'allais rencontrer et ce sur quoi en fait j'allais tomber et ce qui était nécessaire pour moi. Et ça, c'est la deuxième différence dans cette formation, c'est que toutes ces approches-là, je les connaissant en fait, alors n'étant pas un expert non plus pour les enseigner à chaque fois dans cette formation, sur chaque pôle en fait PNL synergologie, vous avez un expert qui vient vous enseigner, mais par contre moi je m'accorde en fait à les mettre dans un contexte de coaching. Et comment on peut utiliser ça, tous ces outils, dans un contexte de coaching? Voilà. Donc deux différences. Premièrement, l'intégration de tous les outils, de tous les courants humanistes dans un cadre de coaching. Donc vous gagnez 25 000 euros. Et alors, on soit d'accord, hein, vous sortez pas PNListe, transactionnaliste ou systémicien en fait de cette formation. Par contre, vous savez tout faire pour pratiquer le coaching. Ça, c'est garanti. Première différence. Et deuxième différence, c'est le développement de l'intuition, sur lequel je reviendrai. Dans cette formation, on développe 4 axes. 4 axes. On développe premièrement l'axe des compétences. Alors peut-être que là, vous voyez pas comme il faut, mais vous inquiétez pas, on va venir sur l'essentiel et vous allez voir en fait ce qui est indiqué. Là, c'est vraiment juste pour présenter l'architecture. Donc l'axe des compétences, pourquoi? Parce qu'un coach doit avoir des compétences, il doit acquérir toutes les compétences pour créer et maintenir une bonne relation de coaching avec son client dans un processus qui est donné, et il faut qu'il sache bien sûr décoder le verbal, le non-verbal, déchiffrer les concepts mentaux pour rebondir, s'appuyer dessus, optimiser, modifier ou s'appuyer dessus, quoi, voilà, pour atteindre les objectifs, premièrement. Dans cette formation, vous allez aussi développer vos connaissances, bien sûr, parce qu'il en faut. L'idée, c'est d'assimiler donc toutes les connaissances utiles à la pratique du coaching, à sa philosophie, son éthique, investiguer bien sûr les différentes étapes du changement et dompter les multiples concepts de mécanique et systémique des relations. Donc en fait, c'est avoir suffisamment de connaissances, aussi théoriques bien sûr, pour formater votre cerveau à naviguer dans cette complexité qui est l'humain et la relation humaine. Troisième axe qu'on développe aussi, c'est l'axe des comportements. Donc là, je suis dans l'axe de la formation autour de 4 axes, hein, dans le premier pavé que vous avez en haut à gauche. Donc l'axe des comportements, parce que je vous l'ai dit, la meilleure arme du coach, c'est le coach lui-même. Et donc il va falloir consolider sa posture de coach pour piloter efficacement ce changement et apprivoiser les comportements réflexifs émergents de sa propre évolution. Donc avoir un comportement réflexif, c'est justement être dans une position de neutralité, dans une posture de méta en fait par rapport à la relation, et d'être détaché de toute forme d'émotivité néfaste à la situation. Voilà. Et enfin, le quatrième axe, c'est l'axe des capacités. Donc c'est évoluer vers une fluidité, vers une attitude mentale sans faille, parce que vous verrez que vous pourrez connaître tous les outils, vous pourrez connaître toutes les techniques, il n'empêche que vous serez en situation de coaching sans arrêt, en interaction, et qu'il va falloir faire des va-et-vient, et ça va demander quand même une dynamique mentale euh, assez forte, assez présente, que vous devez de développer pour être le meilleur possible. Je prends souvent l'exemple en sport, et par exemple le football, même si certains d'entre vous n'aiment pas, mais on a beau savoir en football, savoir faire un contrôle, savoir faire une passe, savoir faire un shoot, savoir se démarquer, savoir créer un décalage, il n'empêche que en situation, il faut faire le bon choix. Et ce choix, en fait, vous n'allez pas avoir 50 ans pour réfléchir à ça. Et ça va devoir être une forme d'instinctivité, et vous allez devoir être sans arrêt en jeu et sans arrêt en train de devoir faire le bon choix. Ben, le coaching, c'est pareil. Vous avez beau connaître toutes les formes de questionnement, la question ouverte fermée, la question choc, la question à retournement, la question miroir, etc. Il n'empêche que vous n'allez pas avoir le temps en fait de réfléchir à quelles questions vous allez poser pour être présent dans la relation et montrer une écoute. Donc, ça nécessite des capacités mentales certaines. Donc, vous voyez, on développe dans cette formation 4 axes autour donc de la personne, autour du coach. Et c'est un programme donc qu'on vous propose en 30 jours. Donc comme toute bonne formation, c'est une formation de coach, c'est une formation longue. Bon, là-dessus, j'ai rien inventé.
Je vous déconseille de choisir toute autre forme de formation courte, bien sûr. Euh, Même, je dirais, si vous êtes consultant, même, je dirais, si vous êtes thérapeute et que vous pensez que une formation courte avec la promesse de la pratique du coaching derrière, vous pensez que voilà, et je m'arrêterai là, je dirai pas trop de bêtises, mais fuyez ces formations. Voilà. Premièrement, deuxièmement, c'est du présentiel. Hein. Donc vous voyez, quand vous voyez 3 jours, 2 jours, etc., les sessions, ce sont du présentiel parce qu'on est dans une interaction et que je vois pas comment en fait on peut apprendre et expérimenter la relation humaine si on le fait à distance, même si à distance le coaching peut se faire, peut se pratiquer, même si certaines formations peuvent se faire à distance et en e-learning, je ne conçois pas le coaching autrement que comme ça. Donc en fait, le coaching, vous avez cette formation, vous avez 10 sessions en tout. Voilà, on va les parcourir ensemble. Vous avez une première étape qui est une première phase, si vous voulez, qui est de la session 1 à la session 5, c'est du coaching de progrès. Donc dès la session 1, vous commencez à coacher en coaching entre pairs. Vous commencez à vous coacher, donc on est sur une forme de pédagogie active où vous apprenez par l'expérimentation, vous apprenez par voilà, on va sortir la théorie de ce que vous aurez compris. Voilà, donc la théorie ne sert juste qu'à renforcer ce que vous venez d'expérimenter et ce que vous venez de comprendre, et ça laisse en fait l'avancement de chacun et l'évolution de chacun à son propre rythme pour vous vérifier qu'à la fin, au final, tout le monde sera quasiment au même niveau. Je tire cette forme pédagogique de la théorie de Jacques Otto, qui était une personne qui ne parlait pas anglais et qui était chargée d'apprendre le français à des Anglais qui ne parlaient pas français. Et vous voyez un petit peu la problématique. Donc en fait, il a trouvé des moyens en fait pour permettre la co-responsabilité finalement de l'apprentissage, et ça s'est très bien passé. Et on a donc le précurseur du coaching qui s'appelle Timothy Gallwey, peut-être le pionnier en tout cas du coaching, qui a formulé cette citation suivante. J'ai dû finalement moins enseigner pour permettre un meilleur apprentissage. Voilà, donc c'est la définition du coaching, une très bonne définition du coaching que on va employer aussi dans la forme d'apprentissage qu'on va vous proposer. Après la session 5, vous allez avoir un coaching situationnel pour faire une étape en fait de votre avancée, un coaching situationnel en vrai, voilà, pour voir en fait votre niveau d'évolution, et puis peut-être pour voir ce sur quoi il faut euh, peut-être revenir, et peut-être ce sur quoi il faut vous appuyer dans votre style de coaching. La session 5 marque aussi l'aspect suivant, c'est-à-dire l'accès à des modules spécialisants selon que vous souhaitiez aller vers le sport, vers le business, vers le life coaching. Pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, ça ce sera à choisir en fonction de votre expérience, de votre aspiration, de vos qualifications, mais on sait aujourd'hui que dans le coaching, il faut arriver à se spécialiser, il faut arriver à se qualifier. Et nous, on vous propose donc des modules spécialisants pour vous orienter et vous donner une culture sport, une culture business ou une culture life coaching. Voilà. Donc ça, ce sont des modules optionnels qu'on peut vous proposer pour commencer à vous orienter dès la session 5. Donc, vous allez avoir donc des coachings de progrès, des coachings en situation, et des modules spécialisants qui vont vous permettre de vous spécialiser. Donc voilà comment est structurée la formation. Chronologiquement, vous avez de la session 1 à la session 10 euh, les sessions en fait et les modules, et donc les disciplines qui sont intégrées dans cette construction pédagogique ne sont pas mises par hasard. C'est-à-dire qu'en fait, on va pas mettre les neurosciences tout de suite, en fait, par exemple, parce qu'on suit en fait cette fameuse pédagogie active. On va vous faire pratiquer pour aller vers plus de théorie. Une fois que vous aurez compris comment ça marche, on va aller après avec le modèle de l'énagramme vous permettre de vous introspecter pour finalement finaliser un petit peu j'allais dire votre lavage, hein, votre débarrassage de toute
de tout ce qui peut vous rester en fait qui ne serait pas authentique, de vous déprogrammer, de vous faire sortir de votre boîte. Je sais pas trop quelle formule je peux utiliser pour vous expliquer ça. Et ensuite, dans la deuxième partie, non seulement vous serez dans la spécialisation, mais vous serez aussi dans le perfectionnement. En gros, cette architecture respecte 3 niveaux de coaching que j'appelle les 3 générations de coaching. La première génération, c'est un accompagnement classique hein, centré sur les potentialités de la personne, sur ses compétences, sur ce sur quoi elle peut s'appuyer, mais on va pas trop chercher à aller plus loin que ça. La deuxième génération, ça va être de commencer à optimiser le système de pensée, à le modifier, à le rendre adaptable à la situation. Et enfin, la troisième génération, c'est de se rendre compte que on est vraiment si on veut, on est dans notre plein potentiel et qu'on pourrait réaliser ce qu'on veut finalement. Voilà. Et donc en fait, chronologiquement, on va passer par ces 3 générations de coaching pour finir, comme je vous le disais, en session 9 sur le développement de l'intuition. Alors maintenant, si on rentre dans les détails, vous les avez ici. De toute façon, vous inquiétez pas, on vous les enverra. La première session donc de 3 jours, c'est la philosophie, les bases et les techniques de coaching. Donc l'idée, c'est de découvrir les différents métiers, la philosophie, s'approprier l'éthique, définir le cadre du coaching, clarifier les métiers du coaching aussi, bien sûr. Voilà, donc vous permettre de rentrer dans le vif du sujet et de voir en fait déjà, c'est assez nébuleux hein, quand on rentre, mais de voir un peu plus clair, c'est aussi d'être capable de créer une bonne relation tout de suite, immédiatement, par rapport déjà à vos propres ressources, par l'écoute, par la synchronisation, par la facilité d'expression, par des marques d'attention, des feedbacks, etc. Voilà, donc on verra, donc vous voyez, prédicat, submodalité, c'est vrai que cette formation est quand même dans son ADN centrée sur la PNL. Voilà. Donc on aura une web conférence tout de suite derrière la session 1, puis ensuite vous aurez la session 2. On rentrera dans la méthodologie, dans le processus, dans les spécificités du coaching. Donc comment définir une situation désirée avec un objectif, avec des challenges, avec un projet, voilà, waouh, donc être dans le challenge, clarifier une interprétation des faits. Voilà, on va commencer à investiguer la situation qui est expliquée, en quoi c'est un problème, pourquoi c'est un problème, enfin en quoi c'est un problème pour la personne, qu'est-ce qu'elle rencontre comme difficulté, et puis suivre la colonne vertébrale de l'identité, d'une identité personnelle, voilà, à travers les valeurs, à travers l'estime de soi, à travers la confiance en soi. On va aussi définir des options. Voilà. Donc en fait, en session 2, vous allez avoir tout simplement en main le processus de coaching, à savoir clarification d'une situation que je souhaite atteindre avec une définition des objectifs, clarification de la situation dans laquelle je suis, donc de laquelle je pars pour atteindre cet objectif, et ensuite quelles sont les actions que je vais pouvoir, que la personne va pouvoir mettre en œuvre. Et cette fois, c'est là où je me détache du consultant, c'est là où je me détache de la thérapie, parce que c'est pas moi qui vais proposer des solutions. C'est elle qui va proposer ses propres solutions pour atteindre l'objectif qu'elle s'est fixé. Voilà. Donc ça, c'est ce que vous êtes capable de faire en session 2. Et en session 3, on va voir en fait quels sont les leviers du changement, parce que il faut pas se leurrer, si une personne vient vous voir parce qu'elle n'arrive pas d'elle-même à atteindre son point B, c'est parce que y a quelque chose qui la coince. Voilà. Et si elle vient vous voir, c'est parce qu'elle n'a pas pu se débrouiller toute seule. Donc ça peut pas rester aussi simple que ça, le coaching. Donc il faut que vous ayez des clés sur comment activer la motivation, sur comment activer la fluidité mentale, sur comment entretenir et renforcer la confiance en soi, sur voilà la motivation intrinsèque, extrinsèque, sur l'attitude mentale que vous devez avoir en tant que coach et que vous devez transmettre. La session 4, c'est sur les mécanismes du changement. Donc on va attaquer la structure fonctionnelle de la personnalité à travers les 3 pôles de fonctionnement humain, les processus cognitifs, les états internes et les réactions physiologiques. Donc là, on est vraiment dans le domaine des neurosciences. Donc on va aussi reconnaître quel est le processus de changement, comment explorer les 4 dynamiques du changement, respecter les étapes de deuil, s'il doit y en avoir. Et dans tout changement, il y a du deuil, et ça, il faut savoir le respecter aussi. Il faut savoir peut-être ne pas forcément toujours booster la personne que l'on a en face de nous pour
pour lui permettre d'atteindre ses objectifs. Voilà, et respecter les étapes de deuil, comme je viens de le dire, anticiper les altérations systémiques aussi. Voilà, session 5, c'est la construction et le développement de la personnalité. On est sur le modèle de l'énéagramme et ça se fait en 4 jours, donc 2 sessions de 2 jours en fait. Voilà. Vous allez avoir donc cette épreuve de mesure des acquis où là on fait une révision en gros, et puis vous avez votre coaching dans lequel donc je vous filme pour pouvoir après débriefer ensemble le coaching que vous avez fait. Voilà, bien sûr sans jugement, mais pour que ce soit un apport pour vous et que vous ayez un retour de ma part. Session 6, on va être sur le décodage des comportements. Donc là, la lecture du non-verbal, là on est exclusivement dans le décodage du non-verbal, dans la synergologie, et on va commencer en fait à aller au-delà du verbal, à aller au-delà de ce que peut nous dire la personne pour aller questionner sur ce que la personne, sur quoi elle ne s'attend pas forcément, quoi, et qui est impactant pour elle. Session 7, on va accompagner le changement porteur de sens. Donc là, on va commencer à attaquer les systèmes de représentation à travers les valeurs, les croyances, les principes, bouger tout ça. Donc c'est là où en fait il faut être habile, il faut savoir maîtriser tout ça pour réadapter le système de pensée à la situation, parce que sans quoi ça ne pourra peut-être pas se faire. Et la personne ne pourra pas avancer. Donc on va déterminer tout ce qui est métamodèle, investiguer tout ce qui est omission, fait imprécis, en fait tout ce qui est boussole du langage et qui peut être des sources. En fait, on revient là sur le langage parce qu'on va voir qu'il y a plein de choses encore dans la sémantique qu'on peut aller chercher, justement pour rentrer encore plus dans la précision du questionnement. Finalement. Et puis finalement, pour s'apercevoir que entre une situation dans laquelle je suis et une situation que je veux atteindre, il y a une situation intermédiaire qui va apparaître, et c'est cette situation intermédiaire que je dois traiter si je veux permettre à la personne d'avancer sur son chemin. Donc ça, c'est de l'approche systémique qui permet justement de faire émerger finalement la cause du problème et ne plus être forcément sur les conséquences. Voilà. En session 8, on va être sur la complexité de la relation, parce qu'il y a plein de pièges dans le coaching, et il faut les éviter, bien sûr. Donc, on va être là sur l'analyse transactionnelle, qui là nous explique très bien, en fait, comment pouvoir déjouer les pièges d'une relation de coaching, comment éviter les transferts, contre-transferts, dépendance, les limites de compétences, les processus parallèles, etc., etc. On aura une webconférence à ce sujet parce que c'est quelque chose sur lequel on peut revenir à travers des coachings que vous auriez pu faire après en situation, puisque après la session 5, là vous choisissez un coaching à faire de la session 5 à la session 10 en situation réelle, dans un cadre sécurisé où je vous suis, où je vous supervise. La session 9, c'est la cerise sur le gâteau. Pour moi, il y a deux formes de intuition. Il y a l'intuition analytique et il y a l'intuition sensorielle. Lorsque vous serez à ce niveau, vous aurez développé l'intuition analytique, c'est-à-dire que vous serez passé par des tas d'outils qui vous permettent donc d'avoir une analyse fine de la situation, mais c'est parce que vous aurez donné suffisamment d'informations et d'acquis à votre cerveau que ce cerveau sera capable de restituer une forme d'information réfléchie, alors bien sûr en millième de seconde, hein, donc par rapport à votre inconscient, voilà, par rapport à tout ce que vous avez intégré, il va vous permettre de définir peut-être une question qu'il faut poser parce qu'il a analysé que c'était cette question qu'il fallait poser. Pour moi, ça reste de l'analyse, ça reste du raisonnement. Alors pas forcément conscientisé, peut-être de manière mécanique, mais ça reste lié à une forme d'intégration et de conditionnement. Et pour moi, et à côté de ça, il y a l'intuition sensorielle. Et c'est ce que j'ai découvert parallèlement aux neurosciences, c'est que on pouvait aussi avoir des informations dès lors qu'on est prêt à les recevoir, dès lors qu'il y a aussi une connexion avec la personne, et c'est ce que je vous disais peut-être en introduction dans ce programme, et c'est ce qui constitue la deuxième différence dans cette formation, c'est que quelquefois
on peut être branché finalement en fait, comme on dit dans le jargon, et avoir une forme de questionnement qui peut nous arriver et qui peut ne rien avoir à faire là, qui peut ne rien avoir avec ce qui est dit, et on peut très bien censurer en fait cette question qui pourtant pourrait être très puissante. Et ça, je peux vous garantir. Et ça peut arriver aussi dans d'autres professions, et je l'apparente aussi à la fluidité en sport, où certains sportifs ramènent de temps en temps, lorsqu'ils ont fait des exploits, qu'ils étaient dans une forme d'état de conscience modifié, où ils étaient à la fois conscients de ce qui se passait et à la fois inconscients, à la fois super rapides, mais à la fois avec une sensation de temps d'avance et super lent, mais pourtant ils faisaient des prouesses incroyables. Et c'est ce qu'on va rechercher finalement donc dans cette phase-là, parce que ça a le mérite donc de développer votre acuité mentale, mais aussi, ça a le mérite aussi d'avancer vers tout ce qui est physique quantique, et bien sûr d'appréhender finalement et d'intégrer l'impact que vous avez dans une relation, dans vos modèles psychologiques et dans votre biologie, afin de pouvoir les mettre en œuvre finalement en coaching, et pouvoir avoir une bonne stabilité mentale. Voilà. Donc euh, après cette session, je sais que il y a des stagiaires, enfin voilà, des personnes qui sont formées au coaching, qui vont beaucoup plus loin. Moi, j'intègre tout ça en fait dans une relation de coaching, dans une formation de coaching, pour vous montrer que ça peut exister, et que si ça vous arrive dans votre pratique, il faut surtout pas censurer, il faut surtout s'en servir, et que si en session 9 ça ne vous est pas arrivé, je vais m'assurer durant ces 4 jours que vous ayez accès à cette forme de fluidité, à cette forme d'intuition sensorielle, pour que vous la touchiez, pour que vous la touchiez du doigt, pour que vous la sentiez, et que après, libre à vous, que vous souhaitiez la développer ou non. Et en plus, il se trouve que c'est la suite logique finalement de toute évolution d'un coach, parce qu'un coach passe donc forcément par le développement personnel, et vient ensuite une forme de développement, j'allais dire entre guillemets, spirituel. Et c'est ce qu'on va proposer là, en vous montrant en fait le chemin, et en vous laissant à ce moment-là avec cette forme de découverte, libre à vous de l'utiliser comme vous le souhaiteriez. Voilà. Et puis enfin, la session 10, c'est traiter donc comment en fait on suit un accompagnement, même si vous l'aurez fait, j'espère pour vous, donc dans les coachings, comment on prend rendez-vous, comment on cadre une situation, comment on réengage un coaching, comment on débriefe un coaching, etc., avec une épreuve donc de certification euh, au coaching. Voilà, donc je vous ai présenté donc là le programme en fait dans son ensemble et en détail, pour vous montrer à quel point donc cette formation est complète, et à quel point vous allez toucher à tout. Voilà. La suite à donner à ça. Donc, pour certains d'entre vous, je sais que vous avez téléchargé une plaquette, et vous avez eu avec cette plaquette un formulaire. Donc, il suffit, si vous êtes intéressé pour en savoir plus, donc c'est de remplir le formulaire et de nous le retourner, ou si vous avez des questions supplémentaires auxquelles je n'ai pas répondu et auxquelles je ne répondrai pas ce soir, voilà, vous pouvez donc nous contacter à ce numéro de téléphone qui est aussi sur notre site internet. Donc 0811 262 257. Non, pas ce soir parce qu'il y a personne, hein, là, voilà. Je suis le dernier à bosser, mais enfin c'est pas, je bosse pas là, c'est un pur plaisir pour moi de parler de tout ça. Voilà, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de webinaire là-dessus, et ça me fait beaucoup plaisir de me remémorer tout ça et de réactiver tout ça. Voilà, on fait une session par an, hein, de coaching, donc ça fait un petit moment que je n'en ai pas reparlé. Euh, je n'ai pas représenté, je dirais, la formation. Voilà. Donc, vous pouvez nous contacter dès demain à ce numéro-là. On est là avec plaisir à répondre à vos questions avec donc Emmanuel Fuentes, qui se fera un plaisir, donc elle, pour la partie financement, de répondre à ces questions pour vous, si vous avez des questions sur peut-être du financement possible auquel vous pourriez bénéficier, et qui serait important pour vous si effectivement cette formation n'est pas finançable dans l'immédiat pour vous. Donc on a des tas de moyens, à la fois selon votre statut, selon vos droits, et puis bien sûr nous on accorde des facilités sur la durée de la formation.
Voilà. Donc, si vous n'avez pas eu ce formulaire, vous inquiétez pas. De toute façon, ce webinaire, on vous le renvoie en replay si vous avez pas, si vous voulez le revoir. Et puis également, on va vous envoyer donc la plaquette avec le formulaire d'inscription. Voilà. Alors maintenant, peut-être après, je répondrai à toutes les autres questions, mais je balaye un peu. La prochaine session, c'est pour novembre 2014. Pour finir en juillet 2015, c'est important parce que cette session 9, on veut la faire dans un endroit assez sympathique et c'est opportun de la faire justement au printemps. L'époque est importante parce qu'elle est source donc voilà sur un plan énergétique, elle est importante. C'est important de faire cette session au printemps et dans un lieu euh, retiré pour donc permettre en fait donc pour la libre expression totale, je dirais. Voilà. Cette formation, ce programme est garanti, satisfait ou reformé. Voilà. Donc je m'entends, c'est-à-dire qu'à la fin, on vous assure que vous avez vu, il y a une épreuve de certification que je viens de vous proposer. Euh, c'est une certification qui n'a de valeur que chez nous, on est d'accord, mais par contre, ça fait office donc de prérequis pour aller chercher des certifications auprès de l'ICF ou de EMCC, qui sont les deux seuls organismes aujourd'hui représentatifs de la profession de coach. Et aujourd'hui, plus que le diplôme, c'est surtout ces certifications parce que ça prouve et ça atteste que vous avez répondu à certaines compétences. Et c'est ce qui vous sera demandé si ensuite vous voulez aller travailler en cabinet de coaching, en cabinet RH, pardon. Et bon, quant aux clients, pour l'instant, les clients ne sont suffisamment pas informés pour vous choisir sur vos diplômes, vos certifications et autres. Mais en tout cas, c'est pour nous en fait un critère donc de réussite du programme et on vous forme tant que vous ne satisfaisez pas à ces certifications si vous voulez les passer bien entendu. Voilà. Donc en gros, si vous vous engagez dans ce programme, c'est tout simplement parce que vous en avez eu envie. On ne rembourse pas, excepté si à la première session vous vous rendez compte que vous n'êtes pas au bon endroit, c'est clair. Mais si voilà, vous vous engagez dans cette formation, on ne rembourse pas parce que ce qu'on estime donner est important et c'est riche pour nous. Par contre, on s'engage sur des moyens, comme en coaching, sur des moyens et sur la qualité de la prestation. Ce programme, donc cette session-là, donc 2014, va avoir lieu sur Lyon. On a un bonus, voilà, je vous ai sorti. Donc vous êtes notre invité si vous vous manifestez avant dimanche. C'est-à-dire qu'on est bien conscient que la formation a un coût. Hein, alors le montant c'est 6 900 euros et on fait donc on accorde donc comment on accorde donc des facilités de paiement, on vous donne des moyens aussi pour financer. Et si effectivement vous manifestez votre intérêt avant dimanche, vous êtes notre invité, bien sûr. Voilà, donc on vous donnera les modalités de notre invitation, c'est-à-dire que, en gros, si vous venez donc de Paris, vous serez hébergé et l'hôtellerie vous sera proposée. Voilà, donc dans des limites bien sûr où c'est durant. Alors il faut pas venir 2 jours avant la formation. Hein, voilà, vous êtes invité durant les jours en fait où la formation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que exemple, il y a une session de 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Vous êtes invité vendredi soir, samedi soir en hôtellerie. Voilà. Donc c'est ça, ce que ça veut dire être invité. Voilà. Donc en gros, ça vous fait une remise à peu près entre 1000 euros et 1500 euros. Voilà. Sur les 30 jours à peu près. Voilà ce que on peut vous proposer pour ce programme de formation. J'en ai terminé pour cette présentation. Je vous laisse peut-être me poser des questions si vous en avez par rapport à ce que vous souhaitez que je fasse un retour sur un élément précis. Est-ce que vous voulez que j'approfondisse certaines choses? Est-ce que ça a été clair pour vous? J'ai pas été trop long, ça va, je m'en sors pas trop mal. C'est 21h30, donc pile poil. Voilà, je peux maintenant donc répondre à vos questions.
si vous en avez, pour aller plus loin dans, voilà, dans ce programme, si il vous intéresse et si le coaching est pour vous quelque chose d'intéressant. Je suis à votre écoute. Alors, pas de questions? Si? Alors, où se situe à Lyon la formation? Alors, pour l'instant, c'est statué sur le domaine Saint-Joseph. Donc, c'est, je, le domaine Saint-Joseph. Donc, vous pourrez trouver sur Internet. Le domaine Saint-Joseph. Donc, c'est une superbe bâtisse. Alors, j'ai longtemps hésité à faire les formations là-bas, mais il s'avère que c'est un très bel endroit où finalement, alors bon, c'est un ancien couvent, hein, voilà, j'hésitais parce que c'est un ancien couvent. Alors, j'ai rien contre ça, mais bon, ça a quand même encore aujourd'hui le look d'un couvent. Voilà, et il y a encore des personnes qui se rendent là-bas voilà, sur un plan religieux, voilà, bon. Écoutez, moi j'ai rien à voir avec ça, mais bon voilà. Mais par contre, c'est un endroit extraordinaire, sublime, et qui est abordable en fait en termes d'hôtellerie, voilà, et de restauration. Donc ça c'est voilà. Donc le domaine Saint-Joseph à Lyon, je crois que c'est à Sainte-Foy-les-Lyons, exactement. Voilà. Ensuite, autre question. Donc novembre 2014, c'est à raison donc de 2 à 3 jours par mois, puisque c'est étalé de novembre 2014 à juillet 2015. Novembre 2014, juillet 2015, ça fait 10 mois. Donc il y a 30 jours de formation. En moyenne, ça fait 2 à 3 jours par mois. Voilà. Donc ça fait un module par mois et c'est étalé le vendredi, samedi, dimanche pour un week-end de 3 jours. Et quand c'est 2 jours, c'est vendredi, samedi. Donc pour les personnes qui doivent solliciter des comment dire des disponibilités, eh bien c'est assez facile puisqu'il y a en gros que finalement un voire deux vendredis par mois sur lesquels il faut se libérer. Voilà. Ensuite, de Paris, c'est Lyon, de Paris-Lyon, franchement, c'est 2 heures. Et même si vous êtes assez proche de Lyon, je vous encourage quand même à résider, même si c'est un coût, je reconnais, mais je vous encourage à résider parce que il se passe, ben voilà, il y a un phénomène de cohésion de groupe qui se passe entre les résidents, les résidentiels. Et moi, j'hésite pas le soir à donner, voilà, à donner de moi-même, j'allais dire, pour des compléments, pour de la supervision, pour des petits ateliers, peut-être pour des approfondissements sur certains outils, sur certains courants, sur ma façon de voir les choses. Donc, voilà. Donc en fait, le soir, on mange tous ensemble et il n'est pas impossible qu'on prolonge la formation sur certaines thématiques qui pourraient m'être demandées. En tout cas, c'est ce que je propose. Et vu que je connais un petit peu de choses sur beaucoup de choses, c'est ce que je vous propose. Voilà. Donc, au final, l'investissement que vous mettez dans l'hôtellerie, vous allez le retrouver à travers cette forme d'apprentissage si vous êtes motivé. Voilà. Ça, c'est important aussi de ce que je vous propose. Voilà. Euh, voilà pour donc ce questionnement. Donc, il y a une personne qui vient d'arriver. Bonsoir. Vous inquiétez pas, cette session a été enregistrée et donc je vous proposerai le replay. Je vous enverrai le lien par mail si vous voulez donc assister à cette présentation sur le coaching. Voilà. Je vais pas tout représenter parce que là un peu tard, on vient juste, on termine hein, en fait la soirée et voilà. Donc je répondais donc aux questions pour la personne qui vient de se connecter. Voilà
le programme, voilà ce que nous proposons, voilà les prérequis et les prédispositions qu'il est nécessaire d'avoir pour devenir coach. Vous voyez que c'est assez centré sur l'humain, que ce sont des prédispositions personnelles, que c'est donc forcément abordable pour tout le monde, qu'il n'y a pas de prérequis psychologiques ou autres à atteindre ni de niveau universitaire. Euh, Par contre, c'est sûr que pas tout le monde peut devenir coach. Je dirais que c'est euh, adapté pour tout le monde. C'est possible pour tout le monde, mais c'est vrai que pas tout le monde en fait y parviendra parce que ça reste quand même très personnel. Oui, bonsoir Mamadou. Oui, c'est à vous que je m'adressais et je disais que tout simplement, on avait fini la soirée. Je suis désolé, mais vous pourrez donc avoir le replay et j'enverrai donc toutes les informations et toutes les docs par internet, donc par mail. Je vous renvoie tout ça demain matin. Demain, je vous renvoie tout ça par mail et vous pourrez donc revisionner ce webinaire que j'ai enregistré. Voilà. Ça, il n'y a pas de souci. Voilà donc pour cette formation. Donc s'il n'y a plus de questions, je vais clôturer cette soirée. Pour ceux qui ont assisté, est-ce que vous voulez que je revienne sur certains éléments? Apparemment non. Apparemment non. Je crois que tout est OK. Je regarde toutes les questions qui sont là. Je pense que j'ai répondu à tout ce qui était nécessaire. Voilà. J'ai répondu à tout. Donc oui, la formation, donc en coût, c'est 6 900 €. Et et donc oui, il y a ce bonus-là. Donc en fait, si vous manifestez avant dimanche, hop, si vous manifestez avant dimanche, donc vous êtes notre invité. On vous précisera ça si vous nous contactez via ce numéro de téléphone 0811 262 257. Demain, on est à votre disposition pour y répondre. Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. De toute façon, même s'il y a des questions qui vous viendraient par la suite, moi, je pourrais donc y répondre par téléphone. Vous pouvez me recontacter par mail ou à ce numéro de téléphone. Et voilà, il vous viendra certainement d'autres questions et je pourrai y répondre avec beaucoup de plaisir. Je vous souhaite donc une très bonne fin de soirée. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite et je vous encourage bien sûr à venir nous rejoindre. Ce serait avec beaucoup de plaisir de vous retrouver pour cette formation. Voilà. À très bientôt. Bonne fin de soirée. Au revoir.